bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition, qui porte avatarédition.com pour le site, qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Café Noir, dans ces temps de Covid-19, comme clin d'œil et en solidarité avec les bistrots et restaurants, abusivement fermés par des décrets de l'exécutif. D'ailleurs, on a appris hier que nos restaurants et nos bistrots vont rester fermés au moins jusqu'en février 2021. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur d'une quinzaine de livres, dont la plupart sont édités par la Bâcle d'Or, sa maison d'édition, nous avons intitulé notre tour de table « USA, qui a vraiment trahi la démocratie ?» Bonsoir Pierre. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Pour cette nouvelle émission, on va parler donc bien entendu des présidentielles américaines, de la victoire de Biden sur Trump et du soi-disant assaut au Capitole du 6 janvier par les supporters de Trump. Pierre, il faudrait remettre pour nos spectateurs en contexte la présidence de Trump, avant de parler directement de l'assaut et peut-être même des réactions européennes et surtout de Macron en France. Alors, Donald Trump était celui qu'il a perdu maintenant, le 45e président des États-Unis, et il a été élu en novembre 2016. Et il avait comme vice-président Mike Pence. Mais il faut savoir que Trump n'a jamais été le candidat favori des républicains. Il a toujours été un outsider. Donc, même à l'intérieur du Parti républicain, la structure classique du parti était contre lui. Alors, malgré donc toute l'opposition qu'il avait eue, des démocrates, bien entendu, à l'époque de Madame Clinton, Hillary Clinton, et de l'establishment républicain classique, il a réussi à se faire élire sous l'étiquette républicaine. Mais dès le début, les démocrates l'ont combattu et n'ont jamais reconnu officiellement sa présidence. Ils ont commencé avec un article fameux du Washington Post, le jour même de son inauguration en janvier 2017, qu'il a été élu à cause des fraudes électorales organisées par les Russes, d'ailleurs le fameux Russiagate, via Facebook et les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette enquête du Russiagate a duré quand même 600 jours. C'est hallucinant, 2 ans pratiquement, 2 ans. Et elle n'apportait à rien. Alors, elle a été classée sans suite. Alors après, ils ont essayé avec le fisc pour ces hôtels, donc son business officiel, et ils n'ont pas réussi. Ils ont continué avec le fameux Ukraine Gate, le fameux coup de fil qu'il aurait fait au président de l'Ukraine pour avoir des informations sur le fils de Biden et la corruption du fils de Biden qui, à l'époque, travaillait dans une société de pétrole ukrainienne. Rappelons-nous que Biden était quand même le vice-président d'Obama et que c'est à l'époque qu'ils avaient fait des deals avec l'Ukraine et que le fils de Biden, qui était un ancien drogué et qui n'avait pas de boulot, s'est retrouvé du jour au lendemain comme conseiller extrêmement bien payé d'une société de pétrole ukrainienne. Et même cet impeachment donc, de l'Ukraine Gate, où les démocrates sont allés à faire une série de manœuvres pour donc destituer Trump, même ça n'a pas marché. Donc Trump était le Teflon Man, l'homme Teflon. C'était le pardon? L'homme Teflon. Rien ne réussissait à coller dessus. Et bien, soudainement, on a eu l'affaire du George Floyd, le malheureux jeune afro-américain qui s'est fait abattre, parce qu'on ne peut rien dire d'autre. Il s'est fait étrangler, quoi, disons. Oui, il s'est fait totalement. Bon, il est mort sous les matraquages de 3 flics américains. Et de là, il y a eu le peuple d'extrême gauche, disons, ou du woke society, les bobos de gauche, comme on les appelle chez nous, les bobos, donc le woke,
qui est descendu dans la rue avec la création du Black Lives Matter. Voilà, la vie des Noirs compte aussi, enfin quelque chose comme Oui, ça. il faut, très important, il faut le préciser, qui est totalement différent du Black Lives Matter, ce qui s'est créé en Europe. Un jour, enfin, on devrait faire une émission pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est le Black Lives Matter américain, qui est différent du Black Lives Matter européen. Juste pour une petite note, notons que les Afro-Américains aux États-Unis ne sont pas des immigrés d'Afrique. Bien Ils sûr. sont partie prenante de la création des États-Unis. Ils sont Tout à peut-être fait. arrivés comme esclaves, mais ils sont arrivés en même temps que les Blancs. Donc, ils sont à part entière américains. Donc, leur Black Lives Matter est totalement différent du nôtre. Mais un jour, on devrait faire une émission sur ça pour expliquer aussi qu'est-ce que c'est la Woke Society. En tout cas, avec les Black Lives Matter et la mort de George Floyd, il y a eu, donc le 25 mai 2020, il y a eu 6 mois de violence dans toutes les villes américaines. Ils ont mis, il y a eu même des communes, des républiques indépendantes qui ont été créées par les groupuscules d'extrême gauche dans le fameux mouvement Antifa, au silence total des démocrates. Même dans certains États, les démocrates ont aidé ces groupuscules en leur donnant des avocats, en les finançant. Même des gouverneurs d'États démocrates ont refusé de faire intervenir la garde républicaine, comme d'ailleurs le président des États-Unis à l'époque, c'est-à-dire Donald Trump, voulait. Il faut savoir que le président, que les États-Unis étant un pays fédéral, effectivement, le président des États-Unis a beaucoup moins de pouvoir de ce qu'on pense. Que par exemple le président français, en tout cas. Que par exemple le gouvernement français. Par exemple, on nous dit Trump savait des triches, qu'il y aurait eu de la fraude pendant les élections présidentielles. Pourquoi il n'a rien fait? Tout simplement parce qu'il ne peut rien faire. L'organisation des élections aux États-Unis, même les présidentielles, sont la responsabilité de chaque État, du gouverneur de chaque État. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans chaque État, il y a des élections qui sont organisées d'une manière différente. Il y a des États qui ont, par exemple, le système à l'ancienne, c'est-à-dire le bulletin écrit. Il y a des États qui ont introduit le système électronique. Et il y a des États, les fameux États swing state, les États pivots, qui ont introduit le système électoral par poste, qui est correspondance. Voilà, qui a créé le problème de fraude. Donc, si on veut résumer, depuis le début, depuis son élection, depuis 4 ans, Trump a été en but à ce qu'on appelle l'état profond. Alors peut-être faut essayer de définir un peu. L'état profond, c'est en fait toutes les structures judiciaires, médiatiques, toutes les structures qui ne se voient pas, qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui font qu'on rend la vie impossible à quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Absolument. Donc, alors, c'est toute une façon de présenter les actions de Trump, consistant systématiquement à le dévaloriser ou à essayer de le ridiculiser et à expliquer que c'est un pauvre type, soutenu d'ailleurs par des gens pour l'essentiel issus des couches les moins cultivées des États-Unis. Oui, donc, les ignorants et les fous. Soutenu par des gens plus ou moins méprisables, des bacs moins 12, hein, si je puis dire. Absolument. Donc, effectivement, tout cet état profond n'a cessé de jeter des bâtons dans les pieds de Trump. Et c'est certainement cela qui explique l'exaspération qu'on a appelée une insurrection, qui n'était pas une insurrection, mais l'entrée de foules pro-trumpistes dans le Capitole, qui s'est soldée, sauf erreur, par 4 morts, dont une femme soutien de Trump. Et donc, c'est pas une tentative de prise du pouvoir le moins du monde, c'est une manifestation d'exaspération, un petit peu comme on en a connu en France avec les Gilets jaunes. Oui. Voilà. Et donc, tout ceci ne justifie absolument pas les mots délirants de Biden, expliquant qu'il y avait quasiment une tentative de putsch
des Trumpistes, ce qui n'était absolument pas le cas. Et ça ne justifie pas non plus les commentaires parfaitement déraisonnables, hors de propos, de Macron, rappelant que nous défendrons toujours la démocratie, et s'immisçant d'ailleurs dans une affaire intérieure américaine, alors qu'il avait expliqué qu'il ne supporterait pas, les remarques que Trump avait faites à l'époque de la répression violente par la macronerie des Gilets jaunes, c'est-à-dire en fin 2018 et 2019. Ben, note d'ailleurs sur la photo le drapeau américain que Macron a voulu mettre à côté du drapeau français et européen. Voilà. Donc, effectivement, deux drapeaux étrangers à côté du drapeau français, le drapeau de la pseudo-Union européenne et le drapeau américain, ce qui est à la fois insultant pour les Français, parce qu'un président français n'a pas à se draper, si je puis dire, du drapeau américain, d'un drapeau étranger, mais c'est aussi insultant d'ailleurs pour les Américains, parce que, imaginons Trump faisant une conférence à 3 heures du matin critique sur la France et derrière Trump, le drapeau français. Mais on se dirait, mais pourquoi ce président américain s'approprie notre drapeau national à quel titre? Enfin, c'est choquant du point de vue français et du point de vue américain. Absolument. Alors, en fait, pour reprendre ce que tu as dit très bien, c'est que c'est une présidence, celle de Trump, qui était sous siège dès le début, dès 2017. Et d'ailleurs, Trump, une des erreurs, alors précisons tout de suite, on aurait dû peut-être le préciser avant, à la limite, nous, on s'en fout si Trump ou Biden gagnent, parce qu'on n'est ni américain, ni on est supporter ni de l'un ni de l'autre. On est en train d'analyser ça d'un point de vue géopolitique, bien entendu. Oui, alors disons, du point de vue de patriotes de pays européens que nous sommes, patriotes français, ou voilà, même du point de vue d'un patriote italien ou d'un patriote allemand, c'est à peu près la même chose. Nous savons que les intérêts des États-Unis d'Amérique sont la plupart du temps en opposition avec les intérêts des pays d'Europe. François Mitterrand avait dit, vous savez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui, avait dit François Mitterrand? Contre les Américains. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que nous souhaitons tous les malheurs du monde pour le peuple américain. En d'autres termes, nous ne souhaitons pas qu'il y ait plus de pauvres aux États-Unis, nous ne leur souhaitons pas plus de chômeurs. Alors, pas seulement, et pourquoi pas, par charité chrétienne, mais aussi par simple réalisme politique, parce que plus le peuple américain est malheureux, plus l'oligarchie américaine peut être en mesure de se jeter, comme elle l'a fait si souvent, dans une fuite en avant, militariste, impérialiste et guerrière. Ce qui est très possible avec Biden. En 1941, les États-Unis d'Amérique ne sont sortis de la crise économique, dont ils n'étaient pas sortis par le New Deal, ils n'en sont sortis que par la guerre suite à la confrontation avec le Japon. Donc c'est vrai qu'un peuple américain malheureux, ça peut amener un surcroît d'entreprises impérialistes de l'oligarchie américaine. Et pour le coup, quand Trump disait « America first », c'était intéressant parce que ça ne voulait pas dire « Amérique première dans le monde ». Non, ça voulait dire « Occupons-nous d'abord, premièrement, des intérêts des Américains ». Et pour le coup, on ne demande que ça, si je puis dire, que les Américains s'occupent de leurs propres affaires et qu'ils ne s'immiscent pas dans les affaires du monde. Donc, sans être naïf, bien entendu, et sans être trumpiste, on pouvait considérer malgré tout que la politique de Trump, relativement isolationniste, était quand même plutôt dans le sens des intérêts des pays d'Europe, leur permettant peut-être une plus grande émancipation, plutôt que les politiques ultra-interventionnistes, essentiellement des démocrates. Voilà, alors donc c'était une présidence de Trump qui était sous siège, et pour donner, en fait, Trump a essayé dès le début de se dédiaboliser envers le fameux Deep State, l'État profond. Et effectivement, je pense que l'erreur qu'il a faite, et certainement beaucoup d'experts qui analysent la présidence de Trump d'un point de vue
politique et pas de slogan habituel d'insultes contre cet homme. C'est l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a voulu donner des gages à l'État profond et surtout au Parti républicain en larguant les hommes qui étaient proches de lui, qui lui ont permis d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire comme par exemple le général Michael Thomas Flynn ou d'ailleurs Steve Kevin Bannon, qui l'ont amené au pouvoir, et il a largué cette équipe-là pour s'allier avec l'équipe de son gendre, Kouchner, qui était la structure classique du Parti républicain. Et effectivement, malgré ça, il a eu l'intuition d'utiliser Twitter, parce que là, il a compris que les médias le bloquaient, mais le fait d'avoir essayé de se dédiaboliser en faisant prise ou en s'alliant avec la structure classique du Parti républicain, lui a coûté finalement la présidentielle. Et les hommes qu'il a largués, donc le général Flynn et le Stephen Bannon, malgré tout, sont restés proches de lui et maintenant et ont fait campagne avec lui. C'est quand même la contradiction ultime de cette présidentielle. Alors, quelle va être la legacy, qu'est-ce qu'on va dire de Trump? Je pense malheureusement pour Trump, il aurait dû il devrait normalement organiser l'opposition du peuple américain, de ce petit peuple américain, blanc et noir et latinos. N'oublions pas que malgré la fameuse campagne des Black Lives Matter dont j'ai parlé tout à l'heure, après la mort de Floyd, n'a pas marché. Il y a eu quand même 30% de Noirs qui ont voté pour Trump. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la racialisation de la politique américaine, globalement, n'a pas marché. Absolument. Donc, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, malheureusement, par contre, pour lui, les journalistes et les médias, malgré qu'il a maintenu ses paroles et ses promesses électorales, c'est-à-dire le fameux mur du Sud, de rapatrier les soldats américains des théâtres à l'étranger. Donc, c'est un candidat. Et le protectionnisme économique. Absolument, qui a maintenu ses promesses, même pour le Covid. Tout le monde a rigolé sur Trump, lui qui a dit que le vaccin, au-delà si les vaccins sont effectifs ou pas, allait arriver en décembre. Ils sont arrivés. Mais l'état profond dont la Big Pharma a attendu 2-3 jours après les élections, quand même étrange coïncidence. Ça fait 2 jours après les élections, qu'on ne nous fasse pas croire que c'est un hasard. Oui, non, franchement, il le savait. C'est pas sûr. Oui. Alors, pour conclure, on va conclure ici, en fait. Est-ce qu'il y a eu fraude ou pas? Mais, bon, on ne le sait pas, comme il n'y a pas eu d'enquête. Mais j'ai quand même ces figures. Il y a eu des sondages qui ont été faits aux États-Unis, et la moyenne de ces sondages sur le public américain, en lui posant la question, est-ce que vous pensez que les élections ont été truquées? C'est quand même incroyable le résultat. 39% des Américains pensent que les élections ont été truquées, dont 68% de républicains le pensent. Mais très intéressant, 16% des démocrates pensent aussi qu'il y a eu des fraudes et 31% des indépendants. Donc, au-delà de ce que les médias nous disent, les médias mainstream nous disent, il y a quand même presque la moitié des Américains qui pensent que les élections ont été truquées. Et puis, il y a des choses qui sont tout de même instructives. On a vu dans de nombreux États que les votes par correspondance étaient quasiment à 90% pour Joe Biden. Or, on se dit, même dans un État plutôt de sensibilité démocrate, plutôt pro-Biden, 90%, c'est pas crédible. Enfin, ouais, ça fait république bananière. C'est trop gros. Enfin, je veux dire, ça dépasse toute mesure. Et alors, évidemment, il y a les sociologues qui expliquent que les électeurs de Biden préféreraient, comme par hasard, le vote par correspondance parce qu'ils avaient peur du Covid, plutôt que se déplacer et mettre un bulletin dans l'urne. Alors, qu'il y ait peut-être des tendances sociologiques de cet ordre, peut-être, mais que ça atteigne
des degrés tels que 90% de ce qui arrive par courrier soit comme par hasard pour Biden, personne de sensé ne peut le croire. On est arrivé même à des 99%, république bananière, mais vraiment république bananière. Voilà. Mais cela étant, donc l'avenir maintenant, je ne sais pas si Trump va avoir un avenir politique, parce que je ne pense pas que les démocrates ni les républicains vont lui pardonner, entre guillemets, pardonner, parce qu'il n'est pas responsable quand même, de ce qui s'est passé au Capitole, qui n'était pas une insurrection ni un coup d'État, mais quand même, humiliation ultime. Il a été obligé hier comment dire, de lâcher ses supporters. Il a été obligé de faire un communiqué de condamnation de ce qui s'est passé au Capitole. Tout à fait. Ce qui est, pour conclure, ou pour essayer de conclure, ce que l'on peut dire, c'est que le Parti républicain a toujours eu deux tendances depuis 10-20 ans, depuis une vingtaine d'années. Les néoconservateurs, souvent dominants, et les paléoconservateurs, c'est-à-dire les anciens conservateurs, plus isolationnistes, les néoconservateurs étant essentiellement des ultra-interventionnistes, c'est d'ailleurs leur point commun avec les démocrates. Et sociétalement, c'est-à-dire sur tous les sujets de société, que ce soit le féminisme, l'avortement, sont proches des démocrates. Voilà. Et il se trouve que Trump a introduit quelque chose de nouveau qui n'est ni le néoconservatisme ni le paléoconservatisme, c'est d'ailleurs une sorte de populisme. Un populisme implicite, ce n'est pas un populisme théorisé à partir des livres de Vincent Cousdière ou autre, mais c'est une forme de populisme. Alors la question, c'est est-ce que ce populisme va durer? Est-ce que le trumpisme, même sans Trump, va durer? C'est très probable parce qu'il y a une demande de représentation politique du peuple profond américain, des couches populaires. Est-ce que ces couches populaires vont se réfugier dans l'abstention? C'est par contre incontestablement un risque. Et est-ce que cette sensibilité populiste va s'exprimer dans le Parti républicain ou peut-être dans un tiers parti qui serait ni républicain ni démocrate? Là, c'est toute une interrogation parce que c'est vrai que l'un des points communs entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est quand même le bipartisme et la difficulté pour un troisième parti d'émerger. Mais on a vu que cette difficulté, c'est quand même pas forcément une impossibilité puisque le UKIP, qui a changé de nom en Grande-Bretagne, nous avons vu lors de notre dernière émission que ça a pu devenir une sorte de tiers parti. Donc là, grand point d'interrogation sur la recomposition de la vie politique américaine, mais il y a une attente d'une troisième force aux États-Unis. Et cette troisième force, que ce soit du trumpisme ou du néo-trumpisme, eh ben c'est un populisme. Et ça, c'est un point commun notamment avec la France. Effectivement, ensuite, qui l'incarnera, avec quel talent ou avec quelle absence de talent, on verra. C'est la question. Bon, alors c'est la fin de cette émission de Café Noir, Pierre. Pour nos spectateurs, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez des sujets traités et même à nous dire si vous pensez que c'était un coup d'État ou pas. Donc c'est à vous de débattre dans la section des commentaires de notre chaîne YouTube. Bon, allez, au revoir, merci. À bientôt.